Donc ce soir, phénomènes aérospatiaux non identifiés, thème ô combien passionnant. Et je remercie nos trois conférenciers. En premier, Nadia Tronche, Monsieur Luc Dini, le président de la conférence, et Monsieur Jean-Marc André, général de brigade aérienne, en deuxième section. Donc, nos trois conférenciers vont nous présenter les activités de la commission technique Sigma 2. Donc, le président en est Monsieur Luc Dini. D'accord, c'est un ingénieur en construction aéronautique avec des spécialités aussi vastes que les radars, les missiles, la défense aérienne antimissile et rayonnement infrarouge, mais aussi avec Monsieur Jean-Marc André, donc général de brigade aérienne en deuxième section, qui a travaillé aussi au CNES et spécialisé en défense aérienne dans les programmes spatiaux militaires. Et Madame Nadia Tronche, qui est doctorante en histoire des sciences et des techniques avec une spécialité en astrophysique. Bon, bonsoir à tous. Merci Louis Fabre pour cette très aimable introduction. Merci à Mickaël pour l'organisation et merci pour votre accueil, tout simplement. Nous avons mis du temps à organiser cette conférence et Louis Fabre nous a sollicité plusieurs fois. C'était pas que l'envie en manquait, il fallait trouver le temps et donc nous avons fini par le trouver. Alors l'avantage, c'est que le temps passant, le sujet concernant les phénomènes aérospatiaux non identifiés semble intéresser davantage le public. Et aussi, il est, je dirais, sujet à une actualité du côté américain qui évolue tous les jours, puisque vous allez le voir tout à l'heure, ce sujet-là qui soulevait l'ironie auprès de bien des gens, et notamment les journalistes, semble susciter aujourd'hui beaucoup plus de curiosité et d'intérêt. Toujours est-il que aux États-Unis, depuis un an, le Pentagone a été, je dirais, dans l'obligation de constituer une commission d'enquête à la demande du Congrès américain pour faire le point sur ces phénomènes aérospatiaux non identifiés et qui semblent survenir dans le ciel américain depuis un certain temps. Alors vous allez voir, historiquement, ça fait des décennies, mais l'actualité montre que l'US Navy a fait un certain nombre d'observations systématiques depuis quelques années. Et donc, il y a enquête, et enquête sur la base d'un programme de recherche qui était confidentiel, mené par le Pentagone, donc qui est en train d'émerger au grand jour. Donc, nous attendons un certain nombre d'informations sur l'état de la question aux États-Unis au mois de juin. Donc, vous voyez, c'est très bientôt. Et donc, cette petite conférence ce soir tombe à pic. Alors en plus, elle se fait sur 3AF, donc Provence-Côte d'Azur. Pour tout vous dire, je suis niçois d'origine, donc je suis très content en plus que nous intervenions dans ce cadre, dans cette espèce de soirée apéritif, et j'espère que donc on va vous donner de la curiosité et de l'envie d'en savoir plus. Et pour tout vous dire, nous travaillons ardemment depuis un certain temps à la sortie d'un rapport donc de cette commission. Le dernier rapport d'avancement important remonte à 2016. Nous avons évidemment sorti un certain nombre de papiers et fait des interventions entre-temps, mais nous avons un rapport conséquent qui va donc émerger, on va dire, aux alentours du mois de juin, en tous les cas avant l'été. Voilà. Alors, cela étant dit, je tiens aussi à remercier, pour ne pas les oublier, d'autres personnes. Nous sommes une commission d'une quinzaine de personnes. Il y a deux personnes, particulièrement Jean Varnier et Joël Deschamps, qui ont participé à un certain nombre de travaux qui vont être exposés. Donc, je tiens à rappeler leur participation. Jean Varnier, retraité de l'ONERA, ancien lieutenant-colonel de l'armée de terre, spécialiste en acoustique, et Joël Deschamps, retraité de l'ONERA également, ancien chercheur dans le domaine infrarouge et des signatures, avec lequel j'ai beaucoup travaillé à l'époque où j'étais à la DGA. Donc, je les salue au passage pour ceux qui sont connectés, et en tous les cas, merci de leur travail et de leur contribution. Voilà. Alors, on va rentrer dans la présentation qui va se découper entre plusieurs interventions. La mienne pour l'introduction,
Ensuite, nous aurons Nadia Tronche, donc, qui va exposer un certain nombre de travaux, en particulier sur ces phénomènes auxquels on s'intéresse. Et puis, Jean-Marc André interviendra après pour donner plus d'explications sur des cas auxquels on s'est intéressé plus précisément. Et puis, nous reviendrons après dans le cours de la présentation générale où je reprendrai la main. Alors, tout d'abord, sujet sérieux, effectivement, écoutez plutôt l'introduction, en fait, la bande-annonce d'un film qui est sorti l'an dernier et pour lequel, d'ailleurs, il y avait une table ronde qui s'était déroulée au mois d'avril, film de Dominique Filleul, qui est disponible sur YouTube. Je vous conseille de le regarder, ça vaut le déplacement. Ce soir, CNN a appris que le Pentagone avait un programme de recherche secret sur les ovnis. C'était secret, c'était classifié. Quand on dit faut-il croire aux ovnis, aux phénomènes aérospatiaux identifiés, le sujet n'est pas là. Il y a des recherches qui se font sur le sujet. Là, on est dans quelque chose, c'est indiscutable. Il y a le pilote qui l'a vu, il y a les caméras qui ont filmé, il y a le tour de contrôle qui a identifié aussi, mais il y a plein de choses. Là, il y a un problème. Bon, alors, après cette petite mise en scène dramatique, cinématographique, venons-en à un certain nombre de faits. Tout d'abord, en général, lorsque nous introduisons ce type de conférence, on insiste sur le fait que le sujet des pannes, c'est un fait historique, que ça a été constaté dans un certain nombre de régions du monde, on va y revenir tout à l'heure, et cela depuis un certain nombre de décennies. Alors évidemment, bon, il y a des sujets qui défrayent la chronique depuis longtemps, hein, le crash de Roswell 1947 et d'autres événements, mais en réalité, l'histoire des phénomènes aérospatiaux non identifiés est émaillée de nombreux témoignages, de nombreux enregistrements et d'enquêtes qui ont été menés autour du monde. Les États-Unis, la Russie, en Europe, en France en particulier, en Grande-Bretagne, mais aussi des phénomènes survenus en Afrique, en Asie. Bon. Ces phénomènes-là sont multiformes et on a fait un certain nombre de constats qu'on va vous exposer. Vous verrez les images. Alors, évidemment, il y a des phénomènes naturels, il y a des phénomènes dont on pense qu'ils peuvent être d'origine artificielle, des cas anciens, des cas récents, des phénomènes constatés dans le domaine de l'aéronautique, donc observés notamment par des pilotes, par des radars, etc. Un certain nombre de traces au sol également. Et donc, après, je dirais, cet exposé, nous en arriverons à un certain nombre de constats et de constantes qu'on a observés, avec un questionnement évidemment sur l'origine, questionnement qui reste d'actualité parce qu'on n'a pas de certitude, on n'a pas d'explication totalement évidente, mais ce qui devient de plus en plus évident, c'est qu'il y a des cas qui sont totalement inexplicables. Voilà. Et puis, nous ferons quelques recommandations dans le domaine des études qui peuvent être menées et dans le domaine de l'observation. Alors, on parlait d'histoire, ben voilà quelques exemples. Alors, remontant à la Deuxième Guerre mondiale, il y a ce qu'on appelle les faux fighters. Hein. Les faux fighters, c'était quoi? C'était des lumières qui étaient observées par les raids de bombardiers alliés d'un côté, mais également par la chasse allemande de l'autre côté. Et donc, tout le monde s'interrogeait effectivement sur ce que c'était, pensant que ça venait de l'adversaire. Alors ça remonte effectivement à la Deuxième Guerre mondiale. D'autres phénomènes qui sont des phénomènes, entre guillemets, plutôt clairement d'origine naturelle, les phénomènes de Hesdalen, avec un certain nombre de boules lumineuses qui se baladent, c'est dans une vallée en Norvège. Alors il y a beaucoup d'observations de laboratoire, mais il n'y a pas d'explication trouvée pour l'instant. Enfin, pour toucher et effleurer le sujet, vous avez en bas de cette image quelques petites images sur lesquelles on va revenir tout à l'heure. Certaines photos ont été prises en France dans les années 70, d'autres ont été prises plus récemment aux États-Unis, et il y a eu également des enregistrements faits au Chili sur lesquels on reviendra dans le détail par la suite. Comment est organisée et que fait la commission Sigma 2 de la 3AF? Bon, alors d'abord, c'est une commission qui existe depuis 2008, qui s'appelait Commission PAN pour les phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui a été rebaptisée Sigma, et Sigma 2 depuis fin 2013, début 2014, époque à laquelle le président Scheller m'avait demandé donc de prendre la présidence de cette commission, de la réorganiser
et de travailler sur un nouveau mandat. Alors le mandat, c'est mener des études techniques et scientifiques sur ces phénomènes aérospatiaux non identifiés, et on a essayé donc d'organiser ces travaux suivant plusieurs directions concurrentes. Faire de la recherche documentaire et de base de données. D'abord parce qu'on ne voit pas passer un pan tous les jours, donc il fallait rechercher des bases de données sérieuses, prendre des contacts et communiquer. Alors faire de la communication, ce n'est pas uniquement pour expliquer ce que l'on fait, c'est pour intéresser des organismes compétents à lier contact avec nous et nous faire part de leurs recherches et de leurs données. Sélectionner à partir de ces bases de données des cas intéressants. Des cas intéressants, ça veut dire quoi? Ça veut dire des cas qui sont renseignés techniquement, qui sont dotés de données suffisamment précises pour pouvoir permettre une exploitation, pour pouvoir analyser et en tirer des conclusions. Ce qui est très différent des nombreux témoignages très sérieux qui peuvent être collectés, mais qui sont essentiellement des témoignages visuels et dont il est difficile de tirer parti par la suite du point de vue technique et scientifique. Étude des éléments physiques, eh bien, c'est ce qui suit, et c'est un des axes d'effort sur lesquels on a beaucoup travaillé ces dernières années, dans différents domaines, qu'il s'agisse de l'observation radar, de la physique des plasmas, de l'observation infrarouge, enfin, il y a de l'acoustique, de l'aérodynamique, bref, il y a un certain nombre de domaines de spécialité qui sont justement les domaines de spécialité et d'expertise de la 3AF. Et puis, il y a l'observation, donc observation optique, observation infrarouge, observation radar, auxquelles on s'intéresse parce que c'est une façon de collecter de l'information. Donc, pour terminer, cette commission, ce n'est pas une équipe d'ufologues, comment dire, passionnés par les ovnis en tant que tels. Ce n'est pas non plus une équipe de scientifiques déterminés au fond, à tuer le mystère des ovnis. Certains pourraient le croire parce qu'on fait des analyses de cas qui sont évidemment objectives et rigoureuses. Et donc parfois, les gens pensent tenir un cas absolument fabuleux, et puis malheureusement, si j'ose dire, nos analyses arrivent à démystifier ou plutôt identifier la cause du phénomène, et donc effectivement le mystère disparaît. Mais chassons, je dirais, ces préjugés. Les phénomènes aérospatiaux non identifiés, ça existe vraiment. Il y a un pourcentage de cas, ceux recensés par le CNES, le GEPAN, qui est un organisme officiel dont on va reparler, sont, je dirais, pour 95% plus ou moins connus et élucidés, mais pour 5% d'entre eux, le mystère demeure entier. Donc des experts réunis pour travailler sur ces phénomènes. Je parlais du CNES et de ses statistiques. Alors, en fait, le CNES est un organisme officiel. Il a un département qui s'appelle le GEPAN, groupement d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui a été créé en 1977. Donc ça fait déjà un certain temps. Et sa mission est à la fois de mener les enquêtes sur le territoire national, sur ces phénomènes pour lesquels des témoins vont saisir soit la gendarmerie, soit le CNES pour obtenir des réponses à leurs interrogations lorsqu'ils ont vu passer quelque chose dans le ciel, voire se poser quelque part. La mission du GEPAN donc, est d'apporter une information au public et au fond, l'interaction entre la commission Sigma 2 et le GEPAN, c'est que nous allons nous intéresser aux cas inconnus, aux cas, enfin plus exactement non identifiés, récalcitrants, les quelques pourcents qui restent, pour essayer de trouver des solutions. Et puis nous pouvons aussi être appelés, pour certains d'entre nous, à participer aux enquêtes du CNES. Donc, pour résumer, si quelqu'un est intéressé par le sujet et fait une observation, eh bien, il faut qu'il se tourne soit vers la gendarmerie, soit vers le GEPAN. Il sera bien reçu. Son identité sera préservée. Il y a des règles extrêmement strictes d'anonymat qui sont préservées. Et donc, à partir de là, eh bien, le CNES s'interrogera, s'il y a plusieurs témoignages, sur l'intérêt ou pas d'ouvrir une enquête. C'est comme ça que ça se passe. Nous, on est en aval et on ne mène pas d'enquête sur le territoire national. Il se trouve qu'on peut être saisi également par des organismes étrangers, comme c'est arrivé avec l'équivalent du GEPAN, mais au Chili, pour analyser des données qui ont été recueillies. Et donc, à partir de là, eh bien,
on réunit quelques-uns d'entre nous pour regarder les vidéos, s'il y en a, des enregistrements radar, et trouver des solutions. Vous verrez une illustration plus tard. Alors, on va venir maintenant, je dirais, un peu plus dans le détail de ce qui s'est passé dans le monde et dans les pays. Alors, il me semble, Nadia, c'est dans cette partie-là que tu dois prendre la relève, si je ne me trompe pas. Juste après, je crois, Juste mais je peux le faire dès maintenant. Si donc tu veux. on va préparer les choses. Je vais faire la transition là sur cette planche-là et je te passe la main. Donc, vous voyez, on a essayé de faire une cartographie, un planisphère, pour identifier finalement les régions du monde où il y a eu des enquêtes. Alors, des enquêtes par des organismes officiels ou des organismes non gouvernementaux. Vous avez deux grandes zones qui sont les États-Unis d'un côté, alors États-Unis et Canada d'ailleurs, qui sont donc dans cette couleur hachurée, et puis la Russie. Bon, en fait, les États-Unis ont mené des enquêtes, nombreuses enquêtes, par l'US Air Force en particulier, des années 50 à la fin des années 60. Et puis, ces enquêtes se sont arrêtées. C'est ce qu'ils ont dit. Manifestement, l'actualité les rattrape et il semblerait qu'il y ait eu d'autres travaux menés, cette fois de façon confidentielle, par la suite. Les services de renseignement américains ont mené des enquêtes, en tous les cas une veille mondiale, c'est ce qui ressort des archives dévoilées par la CIA depuis un certain nombre d'années, qui montre qu'il y a eu un suivi en fait planétaire des différents cas qui se sont produits dans différents pays. Du côté russe, les enquêtes ont été menées depuis les années 50, dans le domaine civil, l'Académie des sciences, et dans le domaine militaire. Nous voyons aussi un certain nombre d'autres pays pour lesquels les travaux ont continué, mais continué en fait au travers d'organismes non gouvernementaux, mais qui ont bénéficié des archives gouvernementales. C'est le cas en Suède, c'est le cas aussi au Brésil. Il y a des travaux menés en Argentine et au Chili de façon active aujourd'hui par des organismes officiels. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est le cas également en France, puisque le GEPAN est en action des enquêtes sur le territoire. Du côté chinois, il y a manifestement des recherches dans le domaine universitaire. Pour ce qui est du domaine militaire, c'est difficile à cerner. Donc voilà à peu près, je dirais, la situation planétaire pour ce qu'on en sait. On ne peut pas dire qu'on sait tout, mais il y a de l'activité et très probablement que les Russes ont continué une activité parce que ça concerne ce qui traverse leur espace aérien, voire les observations dans le domaine maritime, car ils ont une grande expérience dans ce domaine. Nadia, je te passe la main. Alors, je crois qu'on était parti pour faire une présentation un petit peu plus tard. Bon, tu insistes, alors je continue. Désolée. Bon, alors, ok. Alors, dans le domaine français, voilà un document officiel qui date du 22 octobre 1954. C'est une directive donc des forces aériennes, directive ministérielle, demandant donc à ce qu'il y ait des enquêtes qui soient menées avec le concours de différents services officiels, à commencer par l'armée de l'air, mais également la gendarmerie nationale et d'autres organismes, pour réunir le plus d'informations sur ces phénomènes que l'on appelait à l'époque les mystérieux objets célestes, les MOC. Donc ça, c'est pas de la science-fiction, c'est de la réalité historique. Voilà. Alors, pour continuer l'illustration et le tour de paysage international, nous avons là une copie d'une page d'un document très officiel, qui est un document qui était confidentiel, secret, en fait, britannique, enquête menée par le ministère de la Défense britannique, et ce document a été déclassifié en fait en 2006 et diffusé largement. Et ce qu'on peut lire dans l'encadré rouge, alors croyez-moi sur parole, c'est qu'en fait ces phénomènes donc, sont considérés comme bien réels, animés de caractéristiques très particulières, déplacements avec, je dirais, absence de son, très grande manœuvrabilité, en tous les cas des accélérations qui sont des accélérations extrêmement importantes, des phénomènes lumineux, des traces laissées au sol, et donc ça a posé beaucoup de questions. Alors, je ne vais pas vous donner le résultat des courses, mais ils ont mené un certain nombre d'enquêtes et ont conclu à une certaine diversité de phénomènes, parmi lesquels des phénomènes de plasma. Donc ça, c'est une explication naturelle, mais il reste quand même une part de mystère sur les objets qui ont été observés, par exemple, en 1956
en Grande-Bretagne. Et durant toute une nuit, un certain nombre de phénomènes lumineux et de traces radars ont été observés par des gens au sol et des pilotes. Ces traces ne sont pas expliquées beaucoup plus tard, donc le mystère demeure. Je parlais des Russes juste avant. Voilà une note d'information que vous pouvez trouver sur le site du GEPAN, donc à Toulouse, qui est disponible et qui recensait les travaux russes de l'Académie des sciences. Alors, il y a des travaux militaires, mais pour ce qui est des travaux de l'Académie des sciences, ils ont constaté donc des phénomènes très divers, avec des changements de forme, enfin des choses très bizarres. Voilà. Et là, maintenant, c'est Nadia qui parle. Là, je te cède la parole avec plaisir. Donc pour ma part, je vais vous présenter en fait les phénomènes naturels et artificiels qui pourraient être source de confusion avec des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc le premier, le phénomène naturel le plus souvent assimilé à des pannes, c'est notamment la foudre en boule. Donc vous avez un exemple en haut à gauche, où vous voyez un phénomène lumineux à côté d'un avion, d'un planeur. Donc, le laboratoire de recherche sur la foudre a édité un poster que vous voyez ici à droite et qui permet de mieux caractériser les trois formes que peut recouvrir cette foudre en boule. Donc, la première, c'est la foudre en boule à proprement parler. Donc, elle se produit durant un orage et en général simultanément avec un coup de foudre ou alors quelques secondes après. Donc, c'est vraiment concomitant avec des périodes orageuses. Et ces phénomènes lumineux, en fait, sont sphériques, mesurent de l'ordre d'une cinquantaine de centimètres et ont une durée de vie assez courte, à peu près quelques dizaines de secondes, 30 secondes. Et comme ils se forment assez proches du sol, ils peuvent être facilement observés par des témoins. Et leur caractéristique peut surprendre puisqu'en fait, il peut soit rester immobile, soit se déplacer à faible altitude au-dessus du sol. Ensuite, vous avez le phénomène de foudre globulaire que vous voyez au centre de l'écran à droite. Alors ça ressemble visuellement, ça semble assez proche de la foudre en boule, sauf que celui-ci se caractérise par son apparition lors d'une ambiance orageuse ou en présence de champs électriques ou magnétiques naturels intenses. Donc la foudre globulaire n'est pas forcément sphérique, elle peut changer de forme au cours de sa durée de vie, qui est de l'ordre de quelques minutes. Et ce type de météore lumineux, en fait, peut parcourir plusieurs centaines de mètres, aussi bien horizontalement que verticalement. Et ces changements d'altitude, voire même des rebonds sur le sol, sont régulièrement observés. Donc là encore, une source probable de confusion pour les témoins avec des phénomènes non identifiés. Tout à fait en bas à droite, vous voyez également les plots. Alors les plots, ce sont des phénomènes lumineux orageux transitoires qui ont une apparence assez variable et des dimensions assez variables. Alors, eux peuvent se produire par temps orageux, par beau temps, et ils peuvent également se produire à proximité de champs électriques, magnétiques, électromagnétiques ou électrostatiques très élevés. En particulier, ils ont été observés à proximité de zones sismiques, juste avant, pendant ou après des tremblements de terre. Et donc, vous avez un exemple d'observation au cours d'une activité tectonique. En bas à gauche, c'est les lumières rouges que vous voyez au-dessus d'une ville. Donc, ce sont des phénomènes qui peuvent être également observés dans le panache des éruptions volcaniques, dans certaines conditions. Donc, en bas à gauche, l'observation qui a été photographiée s'est déroulée en Italie. Et en fait, chacun des plasmas flottants peut mesurer plusieurs mètres de diamètre et avoir des phases statiques ou alors se déplacer sur une partie de sa trajectoire. Les déplacements sont en général assez doux, assez lisses. Il n'y a pas de changement brusque et la vitesse est toujours inférieure à celle du son. Donc, ce sont des éléments caractéristiques qui permettent de différencier avec des observations avec des changements de vitesse assez brutaux et assez inattendus. Alors, on va passer à la planche suivante, Luc. Alors ensuite, au niveau d'autres phénomènes naturels qui peuvent être confondus avec des phénomènes aérospatiaux non identifiés, il y a les fameux nuages lenticulaires, assez connus finalement, qui sont en fait une sorte d'altocumulus stationnaire la plupart du temps, qui se forment
au-dessus ou alors en aval des montagnes qui sont soumises à un fort vent. Donc selon les conditions, on peut observer un seul nuage lenticulaire ou plusieurs empilés, comme des soucoupes empilées les unes au-dessus des autres. Alors à droite, vous avez des exemples de détection radar qui montrent des formes pour le moins singulières. Donc ce genre d'explication trouve son origine dans des phénomènes météorologiques. Et tout à fait en bas à gauche, vous avez un nuage, enfin un type de phénomène atmosphérique que l'on appelle un cavum, et qui est en fait une sorte de zone circulaire qui se produit lorsqu'un avion passe à travers une couche de nuages très très fine. Donc les perturbations aérodynamiques engendrées par le passage de l'avion diminuent la densité de l'air, abaissent pendant un très court temps la température, et le gradient de température déclenche la formation de traînées de cristaux de glace, ce qui donne cet effet de forme circulaire quasi parfaite. Et vous voyez juste en dessous la formation de ce qu'on appelle une virga, qui est en fait une recondensation en quelque sorte du nuage. Voilà, donc on va passer à la diapo suivante. Alors ensuite, on a un phénomène qui peut être à la fois d'origine naturelle et d'origine artificielle. C'est le cas des entrées atmosphériques ou des réentrées atmosphériques dans le cas d'un vaisseau qui revient sur Terre. Donc les exemples que vous avez tout à fait en haut de l'écran, ce sont des réentrées de fusées. Notamment le retour sur Terre d'une capsule spatiale, d'un fragment de fusée ou de tout autre engin artificiel. Et au cours de son retour, en fait, l'engin atteint des couches de l'atmosphère d'une densité suffisante pour que des phénomènes de friction se produisent. Et donc ces effets mécaniques et thermiques facilitent la formation d'un plasma lumineux qui permet de repérer l'objet lors de sa chute sur Terre. Donc nous avons eu un exemple ce week-end avec la chute, le retour sur Terre de la fusée Longue Marche qui s'est crashée dans l'océan Indien. Donc d'éventuels témoins sur place ont pu assister à des phénomènes lumineux de ce type. Notamment c'est ce type de réentrée atmosphérique qui explique les observations qui ont été faites le 5 novembre 1990 en France. Donc là, vous avez un exemple de dessin tout à fait en bas au centre. De nombreuses personnes, civiles, militaires et même un spationaute, puisque Jean-Pierre Agnoret a observé cette réentrée atmosphérique. Ces nombreuses personnes, en fait, ont observé des traces lumineuses dans le ciel. Et le phénomène a été particulièrement marquant par son ampleur et son amplitude, puisqu'en fait, ce phénomène lumineux a traversé l'intégralité du ciel français. Donc en allant du sud-ouest vers le nord-est, donc énormément de témoins, comme c'était à l'heure du repas 19h-20h, énormément de témoins ont assisté à cet événement. Et il s'agissait en fait de la réentrée d'un troisième étage de fusée Proton, qui a donc traversé le ciel et généré cette traînée lumineuse qui a impressionné énormément de témoins. Alors ensuite, vous avez les entrées atmosphériques, mais d'origine naturelle, qui sont dues à des fragments d'astéroïdes ou de comètes. Donc dans le cas des objets les plus petits, on constate simplement le passage furtif d'une étoile filante. Mais par contre, pour des fragments un petit peu plus gros, un petit peu plus denses et plus massifs, le phénomène peut durer plus longtemps, plusieurs secondes, peut être très impressionnant, peut présenter des changements de forme, de couleur, d'explosion, éventuellement des fois un bruit qui accompagne l'explosion de ce bolide en altitude. Et donc là encore, c'est une source de confusion possible avec des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc l'exemple le plus marquant de ces dernières années, vous vous en souvenez peut-être, c'est le bolide de Tcheliabinsk en Russie qui était tombé en 2013 et qui avait été filmé par de nombreuses caméras de vidéosurveillance ou des caméras embarquées dans des voitures. Alors, on va passer à la diapo suivante. Donc là, on était plutôt sur des phénomènes lumineux observables depuis le sol, mais on peut également observer des phénomènes, ce qu'on appelle des phénomènes lumineux transitoires, extrêmement brefs, en haute atmosphère.
Donc ces phénomènes, vous en avez quelques exemples en photo, hein, sont parfois appelés des elfes, des sprites, des farfadets, des blue jets, des jets géants. Et ils se produisent en fait à très haute altitude, au-dessus des formations orageuses. Donc ces phénomènes étaient décrits en fait depuis plusieurs décennies, voire même plusieurs siècles, mais ils ont été capturés sur photographie ou sur caméra, enfin sur vidéo, seulement depuis les années 80-90, et la plupart du temps par hasard en fait, puisque le phénomène est tellement bref, tellement furtif, qu'on ne peut pas vraiment s'attendre à le filmer. Donc c'était plutôt par hasard sur quelques images d'une vidéo donnée que l'on voyait ces phénomènes dans l'atmosphère. Et ces phénomènes de sprites et d'elfes et de phénomènes lumineux transitoires ont notamment été observés par les astronautes depuis les stations spatiales et depuis les navettes spatiales. Donc c'est plus facile de les observer depuis l'espace que depuis le plancher des vaches. Alors, planche suivante. Alors passons maintenant en fait à tous les objets artificiels qui pourraient expliquer les phénomènes lumineux qui sont parfois observés. Donc à gauche de l'écran, vous avez une image qui récapitule en fait toutes les formes qui ont été décrites par les témoins au cours de tous les témoignages recueillis. Et vous voyez que ça recouvre une extraordinaire diversité de formes et d'aspects. Et on peut se poser la question en fait de savoir s'il existe parmi les constructions humaines des objets susceptibles de correspondre en forme, en dimension et en caractéristiques physiques de vitesse, d'altitude, aux objets qui sont observés et qui sont décrits. Donc on a notamment les engins construits depuis une cinquantaine d'années, à savoir le U2, voire même un peu plus qu'une cinquantaine d'années maintenant. Donc le U2 au centre, en bas à droite, ou également l'aile volante B2 au centre à gauche, qui sont des avions relativement furtifs et impressionnants de par leur forme et le type de mission qu'ils remplissent. Nous avons également des cas de glider, donc là c'est le type d'aile volante et en forme de fuseau que l'on voit en bas à droite. Vous avez des drones militaires comme le Predator qui se trouve juste en dessous de l'image des formes de pan. Et vous avez également des drones civils et commerciaux qui ont des formes parfois inattendues. Donc c'est le cas des trois images qui se trouvent en bas de l'écran. Un autre phénomène artificiel qui peut expliquer certaines observations, ce sont les traînées de missiles. Donc à droite de l'écran, en fait, vous voyez des tirs de missiles qui provoquent des arcs lumineux, des arcs de choc. Et notamment en 2009, l'échec d'un tir de missile russe en fait avait provoqué carrément une spirale lumineuse dans le ciel de Norvège, qui avait énormément impressionné de nombreux témoins. Donc là encore, les couleurs, les formes et les traînées peuvent être très différentes selon les conditions d'éclairage, d'obscurité, de luminosité et de lumière, de lumière rasante ou pas. Les conditions d'observation font varier énormément la dimension et la forme des phénomènes lumineux observés dans le ciel. Alors, planche suivante. Donc voilà concrètement quelques cas qui nous restent après l'élimination de ces phénomènes pour lesquels on connaît les trajectoires, pour lesquels on connaît les dimensions et les caractéristiques. Il reste quand même pas mal d'images et de cas qui sont pour le moins inexpliqués et pour l'instant inexpliqués. Donc là, vous voyez concrètement le polymorphisme auquel on doit faire face. Vous constatez que les formes sont extrêmement variées. Les reflets, la luminosité, les formes, les couleurs, tout est assez étonnant. Donc sur la première ligne, vous avez des cas d'observation effectués par l'armée américaine. Donc nous y reviendrons plus en détail tout à l'heure sur les diapos suivantes.
Sur la seconde ligne, vous avez à gauche 2 photos prises par un gendarme dans la Somme en 1975. Donc, en fait, ce gendarme avait observé 2 objets rouge-orange qu'il a pris en photo. Donc, les objets sont d'abord statiques pendant 20 à 30 secondes, puis ensuite se mettent en mouvement. Et donc, avec le temps de pause un petit peu long des appareils photo de cette époque et en raison de la faible luminosité, le phénomène a laissé des traînées sur la diapositive, ce qui explique l'aspect un peu fantomatique de cette seconde photo. Alors au centre de l'image, enfin au centre de l'écran, de la deuxième ligne, vous avez un dessin d'une forme de cigare. Donc ça, c'est le cas Jersey, sur lequel nous travaillons actuellement. Ce sont en fait 2 objets en forme de cigare qui ont été observés par des pilotes de 2 avions qui naviguaient entre Guernesey et Jersey en 2007. Donc les traces radar primaires sont enregistrées par le radar de ATC de Jersey pendant plus de 10 minutes quand même. Et en fait, ce sont des échos lents visibles sur le radar qui sont de grandes dimensions et qui pour l'instant restent inexpliqués. Les 2 autres photos à droite sont issues de rapports du ministère de la Défense anglais. Donc là aussi, vous voyez des formes, bon, la première qui ressemble à la traditionnelle soucoupe volante telle qu'on se l'imagine, et puis un autre phénomène lumineux qui a une forme plus incongrue. En troisième ligne, vous avez des dessins issus du cas Air France, de l'observation du vol Air France en 1994, sur lequel on va revenir à la diapo juste après. Et enfin, en quatrième ligne, vous avez des images des cas Cougar et des cas Aguadilla, sur lesquels nous reviendrons à la fin de cet exposé plus en détail pour vous montrer les travaux de la commission Sigma sur ces 2 cas, qui ont donné des résultats intéressants. Alors, planche suivante. Donc voilà le fameux cas du vol aéronautique, du vol Air France 3532, donc qui reliait Nice et Londres, et qui s'est déroulé en janvier 1994. Donc l'équipage du vol, en fait, a observé dans la région parisienne, durant près de 2 minutes, un disque brun sombre de très grande dimension, que vous voyez ici représenté au-dessus de la flèche bleu ciel. Et cet objet leur a semblé se déformer, devenir flou sur les bords et prendre une forme d'une flèche pour ensuite disparaître. Donc une trace radar a été relevée en secteur droit de l'avion simultanément à l'observation de l'équipage. Donc il y a concomitance avec les observations visuelles et des relevés radars, mais la superposition dans l'espace de ces 2 phénomènes n'est pas totalement convaincante. Donc on ne peut pas être certain d'avoir un relevé radar de l'événement observé par les pilotes à ce moment-là. Donc aucune explication n'a été trouvée sur ce phénomène et l'hypothèse d'un ballon a été rejetée puisqu'aucun organisme connu n'avait envoyé de ballon sonde à ce moment-là. Donc l'éventualité d'un phénomène optique inconnu ou d'un engin artificiel reste toujours ouverte. Alors on va passer à la planche suivante. Donc là on a affaire à des observations relativement récentes, vous voyez les dates 2019. À gauche, donc, nous avons une observation depuis un croiseur américain, l'USS Omaha, qui a donc eu lieu en 2019, et on distingue un objet de forme relativement sphérique qui semble être transmilieu, c'est-à-dire être capable de passer du milieu aérien au milieu aquatique. À droite, vous avez des exemples de vidéos, enfin de capture d'écran d'une vidéo prise avec un appareil de vision nocturne. Non, je crois que ce sont des photos d'ailleurs prises directement à l'optique des jumelles de vision nocturne. Donc là, ce phénomène a été enregistré en 2019 depuis l'USS Russell, au large de San Diego. Et on a une forme de type pyramide, triangulaire, qui semble clignoter également. Alors, planche suivante. Donc là, des observations assez récentes également. Donc on est en 2019, là encore, année très, très porteuse en termes d'observation du côté américain.
Donc là, les images ont été prises par des pilotes de F-18 de l'US Navy au large d'Océana. Et on distingue des objets avec des formes assez étonnantes. Donc des formes qui ont été nommées comme étant des sphères, des sortes de dirigeables métalliques, c'est le nom qui lui a été donné. Et puis le troisième à droite, qui a été nommé, qui a été reconnu comme étant de la forme d'un gland. Pourquoi pas. Et donc, du côté américain, on se rend compte en fait que les observations ont continué depuis les années 60, contrairement à ce qui a été plus ou moins annoncé. Et comme le disait Luc, le Pentagone a reconnu récemment l'existence d'un programme de recherche sur ces phénomènes-là et a également annoncé en août 2020 la création d'une task force dédiée aux phénomènes aéronautiques non identifiés. Donc, on attend beaucoup de ces commissions qui vont probablement communiquer dans les semaines à venir. Alors, sur cette diapositive, on voit un phénomène qui avait été filmé en fait en 1994 au-dessus de la base de Nellis et qui représente en fait qui a été filmé en infrarouge, ce qui donne des couleurs qui ne sont pas forcément facilement interprétables, à ne pas interpréter avec nos conceptions habituelles de forme et d'objet, de dimension d'un objet. Sur cette diapositive, donc on voit des images en infrarouge avec un objet de forme indistincte qui semble changer carrément de forme au fil du temps et qui semble présenter également plusieurs lobes qui se développent et qui apparaissent avec une région plus sombre au centre de l'image. Donc on note une certaine stationnarité des effets de rayonnement sur certaines zones du pourtour, mais on voit aussi que probablement il y a eu saturation des équipements de prise de vue, et donc tout n'est pas forcément exploitable à 100%. Donc cette vidéo a été particulièrement intéressante également puisque on entend les commentaires des opérateurs de la caméra, et donc on peut ressentir leur étonnement face à cette apparition. Alors enfin, donc jusque-là, on a vu plutôt des cas d'observation, donc des photos, des vidéos, des témoignages, des dessins, des croquis, des relevés radars. Mais ce ne sont pas les seules sources d'informations que nous avons sur ces phénomènes. En 1957, en fait, un avion qui était équipé pour l'écoute, pour la guerre électronique, a mesuré, en fait, au cours d'une observation d'un phénomène aéronautique non identifié, a mesuré une fréquence de l'ordre de 3 GHz. Et ça semble être un élément qui revient sur plusieurs cas, puisque en plus de cet avion qui avait, donc c'est le cas de l'avion RB-47 qui avait mesuré ce fameux rayonnement, cette émission à 2,8 GHz, un autre avion, un B-52, a lui aussi mesuré en 1959 un rayonnement de l'ordre de 3 GHz. Donc ça pourrait être un indice sur la nature de la chose ou du phénomène qui émet ce rayonnement. Et enfin, d'autres preuves, d'autres éléments peuvent être collectés. Dans certains cas, on a observé des traces et des effets sur l'environnement. Donc, par exemple, une déshydratation ou un vieillissement accéléré de la végétation qui semble être proportionnel à la distance du phénomène. Donc, on pourrait le rapprocher au phénomène provoqué par des émissions de micro-ondes. Donc, nous travaillons également sur ces aspects-là. Donc, ensuite, la dernière diapositive que je vais présenter, donc c'est pour introduire en fait les 3 cas sur lesquels la commission Sigma a particulièrement travaillé ces dernières années. Tout d'abord le cas Cougar. Donc c'est une observation en infrarouge qui a été faite par un hélicoptère de Cougar de la marine chilienne en 2014. Et la commission Sigma a obtenu des résultats très intéressants que nous allons vous présenter dans quelques instants.
Ensuite, vous verrez le cas Aguadilla. Donc pareil, une observation infrarouge qui a été menée depuis un avion de surveillance côtière de la marine américaine à Porto Rico. Enfin, un avion de surveillance américain à Porto Rico en 2013. Et un cas plus énigmatique, le cas Nimitz, pour lequel on a des vidéos, des informations, des observations infrarouges, visuelles, radars, menées par des F-18 américains et un porte-avions et un croiseur, mais pour lequel l'incertitude est toujours de mise et on attend encore des informations complémentaires. Donc je vais maintenant laisser la parole à Jean-Marc André qui va vous présenter les deux premiers cas, le cas Cougar et le cas Aguadilla. Oui, bonjour. Juste pour dire ces deux premiers cas, si on a pu mener une enquête, une étude, je dirais correcte et fructueuse, c'est parce qu'on a pu croiser des données qui étaient à la fois vidéo, infrarouge et dans le domaine du visible, avec des données radar. Et ces croisements ont été extrêmement positifs. Alors, on va aller tout de suite sur le cas Cougar. Luc, si tu peux mettre la première carte. Voilà, nous sommes dans le sud-ouest du Chili. Vous voyez Santiago Airport. Il s'agit d'un Cougar de la marine chilienne. Oh là, ça va trop vite. Qui est équipé d'une Wescam MX-15, laquelle donc peut prendre des vues en infrarouge et dans le visible. Merci. Il se trouve qu'au cours d'une mission de routine, on voit la trace de ce fameux Cougar, la trajectoire qui remonte du sud vers le nord, tout en bas de l'écran. L'opérateur manipule son système d'observation et observe ce que vous voyez d'ailleurs sur les différentes vues qui se succèdent sur l'écran. Et on a fait pendant 5 minutes un enregistrement. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que l'équipage du Cougar s'interroge, se dit, voyons, j'estime ce truc-là à 30 nautiques et vaguement dans mes 10-20 degrés droite, et il s'adresse au contrôle radar. Le contrôle radar regarde à l'endroit indiqué par l'équipage et la réponse du contrôle radar, c'est la CT de Santiago, répond, excusez-moi, mais je n'ai rien à vous proposer. D'où l'énorme mystère. Voyez, et l'étrangeté du cas. On n'a pu tout imaginer. Il y a eu une étude chilienne qui a conclu que, compte tenu de ce qu'on pouvait voir sur les images et de l'indication de distance donnée par l'équipage, il pouvait s'agir d'un biréacteur. En revanche, on se posait vraiment des questions aussi sur les traînées qu'on voyait. Et comme l'engin était estimé à peu près à même hauteur que le Cougar, je ne sais plus à quelle altitude il était, mais il n'était pas très haut, on s'est dit, ça y est, il rejette des matières diverses, il fait de l'épandage, on n'en sait rien. Bon, nous avons été saisis avec Sigma 2 de cette affaire et nous pouvons passer sur l'image suivante et nous avons pu travailler à partir, vous voyez, de ces images radars, des images, je dis bien des écrans radars qui nous ont été communiqués. Sur ces images, on peut voir d'ailleurs des choses qui gigotent, mais on voit aussi beaucoup de données qui nous ont permis de reconstituer les trajectoires que vous voyez ici, des différents trafics qui sont là à diverses distances et que nous avons pu confronter avec nous savons le type d'avion et nous avons pu le confronter avec la géométrie, la cinématique et tout ce qu'on peut observer sur les images. Et on en arrive à une chose, c'est qu'il y en a un qui correspond, une trace, un candidat qui correspond tout à fait à tout ce qu'on a pu voir, c'est, vous voyez, cet IBE 6830 qui est en fait un Airbus A340 qui vient de décoller de Santiago et après un grand virage par la droite remonte vers l'Espagne, IBE 6830. Voilà, donc ça nous donnait déjà une bonne idée et on a pu confirmer de façon extrêmement intéressante qu'il s'agissait bien de celui-là, de façon à pouvoir aboutir à une quasi-certitude. La planche suivante, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, on va essayer de voir si nos images pouvaient parfois correspondre à ce qu'on est capable de restituer en termes de construction d'images. Qu'est-ce qu'on pourrait voir comme image des points chauds de l'Airbus A340 depuis le Cougar? Donc, depuis le Cougar, c'est cela. Donc, c'est un travail qui a consisté à faire avec moult changements de repères,
On a les dimensions de la 340 à droite. Vous avez les changements de repère qui se situent à gauche, en bas, et en haut, à gauche, vous avez la restitution qui peut être faite des positions de ce que voit le cougar en termes de position, d'apparence, de position des réacteurs. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Alors attention, Luc, il va falloir cliquer sur la suivante et tu fais 2 clics pour lancer. Voilà, un deuxième, tu l'as fait. Voilà, très bien. Eh bien voilà, si vous suivez, on voit les traces, le cougar qui se déplace, on voit l'IBE 6830 qui se déplace sur sa trajectoire et on voit en même temps les images sont un tout petit peu décalées, mais c'est pas grave, de ce qu'on est capable de voir. C'est-à-dire qu'on est capable de voir la position des réacteurs sur la totalité de la trajectoire de l'IBE 340. Or, très intéressant, image suivante. On a une image qui est parfaitement intéressante parce qu'elle est d'abord exceptionnelle. Je pense qu'il s'agit d'un changement de focale, etc. On a une image, on veut dire, un peu exceptionnelle, sur laquelle on peut distinguer, voyez-vous, 4 traînées. Et ces 4 traînées ont à l'origine, image suivante, voilà, c'est là qu'on peut imaginer qu'il y a évidemment les points chauds des 4 réacteurs. Donc, si on a regardé à quel instant cette image a été prise et on a collé par-dessus l'image reconstituée, celle que nous avons calculée. Luc, s'il te plaît. Eh bien, voilà ce qu'on obtient. C'est-à-dire qu'en fait, l'image colle parfaitement, l'image reconstituée, je dis bien, l'apparence qu'on a depuis le cougar correspond tout à fait avec ce qu'on voit sur l'image vidéo. Donc, pour nous, c'est quand même une quasi-certitude d'identification de l'Airbus A340. La deuxième, nous passons à la suite. Voilà, là, il restait le problème des traînées. À le moment où on voit les traînées, l'Airbus est en train de passer au-dessus du niveau 275. Et si on regarde ensuite ce schéma qui s'appelle pour les spécialistes un hémagramme, c'est le résultat des sondages atmosphériques qu'on a pu faire, qui donne l'humidité, la pression, la température, etc. Les météos que nous avons consultés sont capables de dire, eh bien oui, au niveau 275, là où passe l'Airbus, oui, il y a bien la possibilité de traîner de condensation. Sans que ce puisse être une preuve vraiment formelle, ça se rajoute quand même au faisceau de preuves que nous avons, au faisceau d'indices que nous avons pour dire, oui, c'est la 340 qui est le fameux objet qui a intrigué tout le monde pendant tant de temps. Voilà. Il y a une seule contradiction, évidemment, avec tout ça, quand même, c'est la non-correspondance de la distance réelle de l'engin avec la distance estimée par le pilote. Pourquoi? Le pilote a estimé au départ la distance à l'ordre de 30 nautiques et on observe, si on mesure les distances sur la carte, il est en gros à 80 nautiques. Voilà. 30 nautiques, 60 nautiques. Mais finalement, le problème, il vient du fait que c'est le pilote qui avait estimé la distance. Il n'a en aucune manière, on avait mesuré la distance et il pensait qu'on ne pouvait pas voir au-delà de 30 nautiques. Donc, en fait, une grande partie du mystère aurait été dévoilée si, au départ, on a pu se dire ne pas indiquer la distance et avoir un contrôleur radar qui nous dise, ben oui, dans la région, j'ai telle ou telle chose. Et on aurait sans doute abouti à une présomption d'identification sur la 340 sans être obligé d'attendre. Nous, c'était en 2000, je ne sais plus combien, 2014, et nous sommes en 2021. Voilà pour ce cas. Donc, pour nous, c'est une bonne chose. Maintenant, nous arrivons à Aguadilla. Aguadilla, ça s'est passé donc en 2013. Les circonstances sont différentes. Nous sommes à Porto Rico, du côté nord-ouest de l'île. Si on pouvait bloquer l'image, ce serait bien parce que ça va aller trop vite. Oui, il faut revenir au tout début. Il fait jour. Pardon, j'ai mis une bêtise. S'il faisait jour sur le Cougar, là il fait nuit. Il est en gros 9 heures du soir. Vous voyez l'aérodrome Rafael Hernandez qui sert à la fois de base
aux avions des Coast Guard américains et qui est un aéroport international. Ce soir-là, le 25 avril 2013, 9 heures, le personnel de la tour de contrôle qui regarde son écran radar s'émeut car il voit au-dessus de la mer, un peu au nord, vous voyez, il voit des petits plots radars qui l'intriguent. Bon. Coup de chance, il a sous la main un avion de Coast Guard américain, le voici, c'est un DHC-8, équipé d'une Wescam MX-15, comme sur le Cougar d'ailleurs, et qui s'apprête à décoller. Et il lui dit, ben justement, tiens, c'est intéressant, vous allez voir, allez donc regarder ce qui se passe, j'ai quelque chose qui m'intrigue. Ce DHC-8 a décollé, et puis voilà, il a pu voir dans un premier temps quelque chose de façon visible, visuelle, et ensuite il a réussi à acquérir, mais ceci uniquement en infrarouge, le petit engin que vous voyez qui se promène à peu près au milieu de l'écran. Donc on l'a vu traverser, il était sur fond de piste, là on est dans les faubourgs, on est tout à côté à l'est de l'aéroport. Ici, alors on a coupé, on arrive au-dessus de la mer et on voit des choses mais très étranges parce que, vous voyez, il y a des séparations, il y a des disparitions, il y a des dédoublements. Là, on a l'impression qu'il est en train de passer sous l'eau et il va le ressortir miraculeusement. Et puis, c'est là qu'on va voir un dédoublement tout à fait étonnant. Vous voyez, les images, ça y est, se séparent. Regardez, on a un petit frère jumeau qui est apparu et qui accompagne le premier. Lequel est le vrai, on n'en sait rien. Et puis, ça finit par disparaître complètement. On l'a perdu. Bien. Alors, cette affaire n'a pas fait grand bruit sur le coup. Elle a été vraisemblablement ignorée jusqu'à ce que quelqu'un trouve bizarre quand même cette vidéo, il trouve tout son intérêt, se penche sur ce cas et qu'on commence à interroger un peu les équipages ou les amis des équipages, etc. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs parce que quand on relit un peu tous les témoignages qui ont été recueillis, c'est le plus souvent des témoignages de seconde main qui ont été recueillis quelquefois avec 6 mois de retard. Alors, une première équipe a beaucoup travaillé, a fait un énorme travail, un rapport que vous pouvez trouver sur le net, c'est le SCU, Scientific Coalition for UAP, a établi un premier rapport. Et en fait, je crois que c'est elle qui nous a confié la suite de l'affaire, qui nous a saisi de l'affaire, et nous avons pu étudier ce cas, en bénéficiant d'ailleurs de tous les éléments qu'avait pu rassembler le SCU, notamment, outre évidemment les images infrarouges que vous trouverez sur le net en cherchant, enfin, c'est très facile à trouver, mais nous avons pu avoir aussi les enregistrements de radars qui ne sont pas tout à fait locaux, mais cette fois-ci non plus sous forme d'images d'écran, mais nous avons toutes les données sous forme d'un fichier Excel avec, je ne sais plus, il y a combien, 2000, 3000 lignes que nous avons pu exploiter. Alors, l'étude Sigma 2 s'est appuyée sur les images infrarouges d'une part et sur les données radar. Alors, là, vous voyez une image vidéo. Alors, sur l'image vidéo, on peut voir des tas de choses. Déjà, tout ce qui est en jaune sur la gauche, vous avez les données avion, l'assiette de l'avion, les coordonnées de l'avion, l'altitude de l'avion, son cap et son altitude. Bon, ça, c'est pas facile. Ce sont les instruments de l'avion, l'équipement de l'avion qui permet de le donner. L'équipement de l'avion permet de donner aussi des données qui sont encadrées en noir. C'est des données qui concernent l'ensemble optique de la Wescam, qui disent, par exemple, le relèvement de ce qu'on appelle la ligne de visée, l'orientation de la caméra par rapport à l'avion. Et on a aussi quelque chose, parce que dans la direction où il regarde, le système fait des mesures laser sur un objet qui est dans la ligne de visée. Nous avons donc une distance laser. Et en blanc, nous avons les données, on va dire, qui résultent du calcul de tous ces éléments et qui nous disent, bien voilà, la cible que vous suivez, elle est à tel endroit, elle est sur tel azimut et elle est à telle altitude. Ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on va pouvoir reconstituer des tas de choses après. Alors, les autres données qui sont là-dedans,
Vous avez le grossissement de caméra que vous voyez, il y a marqué 675 en haut, au milieu, à droite de l'IR. Il y a plusieurs grossissements, on va de, je ne sais plus combien il y a 1200, etc. Peu importe, ça permet, en fait, c'est un zoom. Voilà. Alors maintenant, on va parler des données radar. Alors ici, vous voyez tous les petits points, c'est les données radar les petits points, je dis bien, c'est ce qu'on appelle des plots radar primaires. C'est-à-dire, il n'y a pas d'identification dessus. C'est vraisemblablement dans le petit nuage qui est sous la flèche, vous voyez, que les contrôleurs de la tour ont pu voir quelque chose qui les a inquiétés. Alors, ils n'ont pas vu tous ces petits plots à la fois, parce qu'en fait, ces petits plots, c'est les positions successives vues d'une même chose ou de quelque chose à différents tours d'antenne. À chaque tour d'antenne, on ne voit pas tous ces plots, on n'en voit qu'un. Et ça se déplace de façon plus ou moins erratique, mais ça se déplace vers l'ouest-sud-ouest, voyez. Les plots blancs que l'on voit dessus, ce sont les positions, celles-là tout à fait identifiées, de l'avion DHC-8, dont on voit qu'après le décollage, il a fait un premier tour, voyez, il est repassé, puis il a fait un second tour. Et si vous regardez bien, vous voyez que le trait rouge se superpose exactement au plot du deuxième tour, c'est-à-dire qu'en fait, le trait rouge, c'est la trajectoire de l'avion restituée d'après les données qui ont été lues sur la vidéo. Donc, on a déjà une première conclusion, on se dit, bon, on a bien une correspondance, ça apporte quand même un certain degré d'authenticité aux documents et aux témoignages, voilà. Et on voit en plus que on peut reconstituer un peu l'histoire quand on voit que le DHC-8 a fait 2 tours. On peut s'imaginer à quel moment le contrôle lui a demandé d'aller voir ce qui se passait au nord. La petite flèche rouge, ça correspond au témoignage du pilote. Lorsqu'il a vu visuellement quelque chose, il était, Luc, si tu peux montrer, il était vraisemblablement un peu, non, reviens dessus. Voilà, il était au sud de la piste. Il était au sud de la piste, là, et il a vu la lumière vers le nord et il avait l'impression qu'elle se rapprochait en descendant de cette façon. Voilà. Alors, nous passons à la suivante. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec les images, les données que je vous ai montrées? La trajectoire de l'avion, c'est une chose. La trajectoire des points target, vous savez, les petites choses que je vous ai montrées en bas, on arrive à trouver quelque chose. Et les points qui les relient, ce que nous appelons les lignes de visée, c'est-à-dire en fait là où regardait on va dire la caméra. Elles sont restituées là, vous voyez sur le petit dans la zone à droite qui entoure l'aéroport. Voilà. Alors première constatation quand on regarde ces données, on a une première chose qui nous frappe, c'est que quand on regarde les altitudes du target, eh ben on se dit ben toutes elles correspondent exactement à des altitudes de points au sol. Donc, la première conclusion qu'on peut faire, vraisemblablement, il n'y a pas de certitude là-dessus, mais c'est tout à fait vraisemblable, le laser n'a pas tapé sur la cible, en quelque sorte, il a tapé dans l'axe de la ligne de visée et c'était le sol. Alors, c'est très décevant parce qu'on se dit, ben, c'est quand même dommage. Notre panne qu'on estimait pouvoir trouver, finalement, on ne sait pas où c'est. Il est sur la ligne de visée, mais à quel endroit, on n'en sait rien. La deuxième constatation intéressante qu'on fait, et ça va nous permettre de serrer les problèmes, c'est quand on regarde un peu, on revient au plot radar et qu'on regarde la datation de ces plots radars, puisque je vous ai dit c'était des positions successives, on avait vraisemblablement, il devait y avoir des formations nuageuses. L'origine de ces plots, c'est ça. Et si on regarde les positions successives, la date de ces positions successives, elles ne correspondent en aucune manière aux positions du pan au moment où la vidéo a été prise. Donc, on peut en déduire une chose, c'est que très vraisemblablement, il n'y a absolument aucun lien entre le phénomène des plots radars et le phénomène du pan, parce qu'il y a bien quelque chose qui a été filmé, mais les deux choses doivent être dissociées dans l'étude. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant? On va passer à la suivante. Alors, les images vidéo. Alors là, c'est un peu difficile et un peu décevant. Elles sont de mauvaise qualité, parce que ce qu'on trouve sur le net,
c'est des copies de copies de copies. On n'a pas les bonnes définitions et en fait, on n'arrive pas à en tirer grand-chose. On a des spécialistes qui se sont penchés, qui se sont arrachés les cheveux pour faire ça. Vous voyez, par exemple, une des difficultés, on a une inversion de contraste sur ce genre de choses, donc on ne sait pas comment analyser les choses. C'est bizarre que les arbres, le reflet des arbres dans l'eau, apparaissent de cette façon. Sur l'image suivante, alors, elle est animée, c'est bien pour montrer, voilà, on a des, vous voyez, c'est le petit, hop, il disparaît, il reparaît, il tourne, vous voyez, on tourne en boucle, hein, et ce genre de choses, alors on va dire, oui, il est en train de passer derrière un arbre, il passe derrière une maison, etc. Nous n'en avons aucune certitude. C'est quelque chose, cette explication, on va dire, elle est assez peu plausible. En réalité, nous ne pouvons pas l'éliminer complètement, mais nous n'avons aucune explication qui tienne la route pour expliquer ces choses-là. La dernière photo sur la suivante, s'il te plaît. Voilà. Alors ici, on a réuni plusieurs choses. On a l'impression sur l'image en haut à gauche de l'immersion de l'objet, bon, sans splash, en laissant une trace thermique atténuée. Bon. Sur les trois images de droite en haut, on a l'impression de voir des ricochets, comme si l'objet volait très bas, surfant sur certaines vagues. Voilà. Et tout en bas, on a une image du dédoublement. Et ces choses-là, nous n'avons pas eu, malgré la compétence de tous les spécialistes qui ont travaillé sur le sujet, nous n'avons pas pu sortir une explication pour dire, voilà, c'est ça. Donc, dans ce domaine, un peu de mystère, c'est un peu décevant. Ce qu'on dit, cependant, il en reste une chose, mais on va dire que c'est une évidence, mais l'objet semble, quand même, il est bien émissif en infrarouge. Il émet quelque chose, et si on rapprochait de l'observation du pilote, qui a vu quelque chose, il est possible, évidemment, qu'on ait vu quelque chose qui corresponde à l'émission infrarouge. Le visible et l'infrarouge peuvent être superposés. Ceci n'étant pas une certitude, car les instants où le pilote a vu visuellement le pan ne correspondent pas au moment où on a filmé le pan. Donc, peut-être il s'agit de deux choses. Ça, c'est très curieux. Alors, si on a pu tirer quelque chose de ces images, c'est qu'on a pu quand même estimer la taille de notre pan. Il n'est pas supérieur à 1,20 m. Voilà, ça c'est une certitude. Donc ça nous permet déjà de dire, OK, ce n'est pas un gros engin, ce n'est pas un Boeing, ce n'est pas un gros drone, ce n'est même pas un avion de tourisme, voire un ULM. Donc ça nous a permis simplement de réduire quand même le champ des possibilités. Alors comment allons-nous travailler? Ensuite, on peut passer à la suivante. Voilà. Analyse de modèles. Voilà. On a essayé d'imaginer, à partir de ce qu'on avait, des modèles de trajectoire, puisqu'on a quand même beaucoup de données numériques, des modèles de trajectoire en essayant de les analyser et en les confrontant avec, je ne sais plus ce qu'il y avait écrit sur l'image, tu me repasses la précédente, tu veux? Voilà, c'est ça. L'étude de compatibilité avec le témoignage, étude de compatibilité avec des performances de mobiles aériens connus. Donc, on a listé des tas de choses. Et enfin, on a regardé aussi avec les conditions météo, c'est-à-dire le vent. Parce que vous allez voir, le vent va intervenir. Alors, on a travaillé à partir de quoi? Vas-y, là, on peut repasser à la simulation. Donc, en fait, on a fait un petit simulateur qui nous a permis, si vous regardez la partie gauche de la chose, en faisant varier des paramètres qui sont une vitesse verticale, c'est une manière de faire, hein, elle peut être contestée, mais c'est ça. Et puis une vitesse de départ de la trajectoire, en supposant, c'est un cas, supposant qu'on avait une VZ constante sur toute la trajectoire, on a regardé ce que ça pouvait donner. Et on a pu reconstituer sur une carte, en fait, grâce à Excel, la trajectoire du pan telle qu'elle pouvait être restituée de cette façon. Vous voyez, c'est la trace bleue qu'on aperçoit qui tourne autour de l'aéroport. C'est très amusant parce qu'on peut le voir varier visuellement, en dynamique. Sur la droite,
on a mesuré, ça c'est aussi intéressant, le profil de vitesse du pan qui correspond à ces données-là. Et ça nous a permis quand même de discuter sur, vis-à-vis des performances des différents objets qui nous sont proposés, c'est compatible ou c'est pas compatible. On a testé des trajectoires en suivi de terrain, très basse altitude, des trajectoires iso-altitude, des trajectoires en suivi de l'avion. Voilà, on s'est dit, bah, tiens, on peut tout imaginer. Enfin, on a fait un certain nombre de restitutions de ce point de vue-là, et on en arrive finalement à éliminer certaines hypothèses. En tous les cas, le vol en accompagnement de l'avion, à moins 100 pieds, peu crédible. C'est pas... En fait, on retient deux formes, je veux dire, d'hypothèses. D'une part, c'est celui d'un petit drone aux performances toutefois un peu élevées, qui correspond au jet quad et choses comme ça qu'on voit maintenant, qui a une trajectoire plongeante et qui finalement va terminer au-dessus de la mer. Bon, ça, c'est compatible, non prouvé. La deuxième, bon, qui est intéressante, parce qu'elle est plus romantique, c'est la trajectoire, on va dire la trajectoire lente, qui correspondrait à un objet poussé par le vent. Vous voyez sur la petite carte tout en bas, on voit quelque chose qui dérive tout doucement, poussé par le vent, au nord de l'aéroport, et ça pourrait tout à fait convenir à un objet du type lanterne de taille. Là aussi, nous n'avons pas de certitude. Juste, nous avons des présomptions, nous respectons la présomption. Voilà ce qu'on a pu faire. Alors, au bout du compte, on a pu éliminer des choses, on a pu proposer des hypothèses cadres, je dirais, parce qu'en fait, c'est des modèles qu'on a pu proposer. Et maintenant, on laisse, il y a encore certainement des champs de recherche à partir de l'étude de la conformation des lignes de visée. Et puis, un gros regret, c'est d'avoir pas pu trouver de conclusion sur ces phénomènes inexpliqués concernant la visibilité ou non-visibilité, le dédoublement, etc. Voilà, j'en ai terminé pour ce cas d'Aguadilla, mais il est intéressant parce qu'on a quand même bien pu avancer. Luc, c'est toi qui reprends ? Oui, je reprends. Alors, je vais aborder un dernier cas. Luc, si je peux me permettre, en étant un peu bref, s'il te plaît, j'aimerais bien qu'il y ait quelques questions également. Merci, Luc. D'accord. Bon, on va illustrer brièvement, au travers d'une petite animation, un cas qui défraye la chronique. Je vous dis tout de suite pour lequel nous n'avons pas d'explication et surtout pour lequel nous avons des données qui sont extrêmement limitées. Pour faire court, il y a depuis fin 2017 des vidéos infrarouges qui circulent sur Internet, dont il a été dit et prouvé que ces vidéos infrarouges ont bien été prises par des F-18 américains, notamment en 2004, lors d'opérations d'exercice naval au large de San Diego. Ces vidéos infrarouges, donc authentifiées, considérées comme des prises de vue d'objets inconnus, circulent, ils nous sont arrivés. Le problème, et vous allez comprendre, avec tout ce qu'on vous a expliqué avant, nous n'avons pas d'informations sur la position de l'avion. Il y a des informations radar qui ne nous sont pas parvenues. Donc, en fait, si vous voulez, on a une vidéo infrarouge bidimensionnelle dont on ne sait pas, au fond, depuis où elle a été prise, suivant quelle orientation. Donc, tout le travail qu'on a pu vous montrer juste avant, sur le cas Aquadia, par exemple, ou sur le cas Cougar, est totalement impossible à réaliser en l'état actuel des données disponibles. Le jour où les Américains sortiront un rapport circonstancié avec des informations sur la situation radar, que je vais vous expliquer très brièvement, on sera probablement plus en mesure d'exploiter les vidéos et de tenter une restitution. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, donc on a préféré se taire. Alors, que se passe-t-il ? Voilà une image vidéo infrarouge prise par un F-18. F-18 donc, qui va se trouver sur la zone d'exercice où sont observés en fait un certain nombre d'objets. Donc, que se passe-t-il ? Il y a un porte-avions qui est le porte-avions Nimitz. Il y a un destroyer qui est le Princeton, qui est équipé de radars de précision. Et lors de l'exercice, en fait, il va être constaté qu'un certain nombre d'objets, 8 à 20, disent-ils, au premier jour des opérations, sont observés
à une altitude de l'ordre de 80 000 pieds et à 100 nœuds. Bon. Ça, c'est une première, je dirais, c'est une première phase. Il se passe rien, pas de mission, pas de chasseurs envoyés sur zone. Bon. Le jour d'après, il y a une décision qui est d'envoyer une patrouille de F-18 en reconnaissance sur la zone. Bon, la patrouille va arriver. En fait, ils sont un peu short pétrole. Donc, il y a toujours les écho-radars et des écho-radars avec des variations d'altitude extrêmement rapides. Ça, c'est très intriguant, puisqu'ils passent de 80 000 pieds à 28 000 pieds, 500 pieds d'altitude en une fraction de seconde de temps. Donc, c'est ce qu'ils racontent. Hein. Nous n'avons pas les informations sur ce sujet. Mais c'est extrêmement intriguant. Donc, la patrouille de F-18 va arriver sur zone et il va se passer des choses un peu bizarres. C'est-à-dire qu'à l'endroit en fait où se trouvent, je dirais, les écho-radars, la patrouille va trouver sur zone en fait une tache d'écume dans la mer, et en se rapprochant, en fait, la deuxième patrouille qui est envoyée également sur zone va, je dirais, avoir un de ces chasseurs qui va descendre en fait au niveau de la mer et qui va constater en fait qu'il y a une sorte d'objet qu'ils ont appelé un tic-tac. C'est l'histoire du tic-tac, voilà. Bon. Qui est une espèce de, je dirais, forme de gélule de grande dimension. Et ça, c'est une anomalie, c'est une bizarrerie. Ce qui est d'autant plus bizarre, c'est que quand le F-18 va se rapprocher du tic-tac, le tic-tac va quitter sa position et va quasiment disparaître. Bon. L'histoire, par la suite, va montrer que les deux chasseurs rallient ce qu'on appelle un point de recueil, d'accord, un point d'attente sur zone. Voilà, on voit le tic-tac qui disparaît, et quelle est leur surprise, c'est qu'en arrivant sur zone, ils retrouvent le tic-tac. Alors là, allez comprendre comment le tic-tac a compris où il voulait aller, ça c'est un grand mystère. Voilà. Et alors, pour terminer l'histoire, je fais rapidement, une troisième patrouille est envoyée sur la zone, et c'est là que la vidéo infrarouge va être enregistrée sur un objet qui semble, je dirais, traverser le champ. Et donc, il n'y a pas d'explication. Simplement, ce qui est constaté aussi, c'est que les écho-radars, qui sont toujours en altitude, passent au niveau de la mer et remontent. Donc voilà, pour résumer, ce cas extrêmement intriguant dont on peut espérer qu'il y aura des explications un peu plus précises au mois de juin prochain, c'est que c'est en 2004, nous sommes en 2021, on n'a pas vu d'explication. D'autres observations que Nadia vous a relatées tout à l'heure, et des photos ont été prises, d'accord, à partir de F-18 dans la période 2014-2015 et plus récemment en 2019. Donc, pour conclure, et vous aurez bien entendu les planches, hein, mais je pense que c'est plus intéressant de répondre à vos questions, notre constat aujourd'hui, c'est qu'il y a des observations infrarouges qui sont faites, des observations radars, des fréquences ont été enregistrées dans le passé. Nous arrivons au travers de nos travaux à trouver des points de coïncidence entre différentes observations. Par exemple, l'observation de rayonnements blanc-bleutés qui peuvent correspondre à des rayonnements de plasma, par exemple par l'ionisation de l'atmosphère et de l'azote atmosphérique, ça émet dans le bleu. D'accord ? Eh bien, ces fréquences d'ionisation peuvent correspondre par exemple à la fréquence de 3 GHz qui a été enregistrée en 1957 et en 1959. D'autres exemples, et je cite le dernier, mais flagrant quand même, ce sont des manœuvres d'interception qui ont été faites par des F-4 iraniens en 1976, F-4 qui sont rapprochés d'objets lumineux blanc-bleu. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, un objet se détache de l'objet principal, vient à la rencontre du F-4, et à peu près à 2 nautiques, les électroniques de bord, radio, interphone et électronique de commande missile sont totalement bloquées. D'accord ? Nos travaux techniques avec nos experts dans le domaine des rayonnements, des armes à énergie dirigée, des armes micro-ondes, montrent que des interactions de rayonnement autour de 3 GHz avec des électroniques peuvent bloquer les électroniques. Donc vous voyez, on a quelques petits cailloux qui s'alignent en ce moment et on attend avec énormément d'impatience de voir les publications américaines et peut-être un certain partage d'informations. Voilà, donc suite au prochain épisode, je ne veux pas vous révéler des choses, mais nous avons des actions en cours avec la 3AF dans la lignée de l'émission qui s'est faite sur Agora News avec Alain Juillet et Jean-Claude Bourré et Jean-Pierre Petit. Nous avons d'autres projets en cours et on verra le moment venu, vous verrez un peu d'actualité et un peu de choses nouvelles. Voilà, donc Michael, je te repasse la main
Je vais quitter la projection. Voilà. Luc, Jean-Marc et Nadia, merci beaucoup pour cette très intéressante et très complète intervention. Bien évidemment, vous vous en doutez, il y a quand même pas mal de questions. Donc, je vais vous lire la première. La première, alors, elle n'est pas adressée nominativement, hein, donc je vous laisse partager entre vous. Alors, première question, PAN, OVNI, UFO, quelles sont les différences? Alors la définition française de PAN est plus large, puisqu'en fait dans UFO et OVNI, le O correspond à objet. Donc on a plutôt affaire à des choses matérielles, ou en tout cas qui sont ressenties comme étant matérielles, alors que PAN, phénomènes aérospatiaux non identifiés, laisse la porte ouverte à des phénomènes lumineux, des phénomènes de type plasma, qui n'ont pas vraiment de consistance en tant qu'objet. Merci beaucoup. Alors, la seconde question. Je jongle avec le chat, hein, désolé. Alors, un commentaire, pas une question, mais je pense que ça a été quand même abordé une petite partie. Il faudrait publier les analyses du cas de la RAF en 56 et celle de Guernesey. Donc ça, c'était un commentaire. Alors, on parlait de OVNI tout à l'heure. Question plus ou moins dans le même thème. Que pensez-vous de la série OVNI diffusée sur Canal+ en janvier dernier? Ah. Je vais faire un petit commentaire. C'est une série. D'abord, c'est une très belle série, car véritablement remise dans le décor de l'époque, avec énormément de soins. On retrouve les voitures des années 70, les tapisseries, etc. Il y a vraiment une atmosphère. Pour ce qui est de l'histoire du GEPAN, eh bien, quand on lit un certain nombre d'ouvrages, on voit quand même effectivement les problématiques qui se sont posées. Il y a un bouquin très intéressant qui est écrit par Robert Roussel, qui retrace avec beaucoup de précautions et de détails l'histoire du GEPAN, et on voit les difficultés qui ont été rencontrées à l'époque, d'abord pour tenter de mener des enquêtes avec les moyens du bord, et en améliorant les méthodologies. Il y a quand même des beaux exemples, par exemple l'histoire de Trans-en-Provence, qu'on trouve dans les écrits, où il y a eu des travaux avec Jean-Jacques Velasco, ses prédécesseurs et ceux qui ont suivi. Donc c'est assez réaliste, intéressant. Voilà. Merci. La question suivante, alors là c'est plus adressé peut-être sur la partie de Nadia. La foudre en boule et autres plasmoïdes peuvent-ils être observés par grand beau temps? Alors, c'était la seconde, je crois, qui était observable par beau temps. Non, je dis des bêtises, c'est la troisième. Donc les plots, les phénomènes lumineux orageux transitoires, qui peuvent non seulement être observés par temps orageux, mais aussi par beau temps. Okay. La couleur du plasma est-elle liée au gaz de l'atmosphère? Ah oui. Oui. La couleur du plasma, en fait, correspond à un plasma de gaz, d'accord. Dans ce gaz, il y a des molécules et les molécules, lorsqu'elles sont excitées par un dépôt d'énergie, donc par un rayonnement, vont en fait relâcher, si vous voulez, des électrons qui vont sauter de niveau. Et en sautant de niveau, il y a des émissions de photons, de particules lumineuses. Et ces particules lumineuses, elles ont une fréquence particulière qui est caractéristique de la molécule. D'accord ? Donc oui, les couleurs sont des couleurs particulières. Donc le bleu pour l'azote, vous pouvez avoir du jaune, enfin. Et ça, c'est très, très utile justement quand on fait de la spectroscopie, parce que ça permet de caractériser le gaz, les émissions, et d'en savoir beaucoup plus sur le phénomène et l'objet. De quoi se compose la foudre en boule? Est-ce de la matière? Wow. Il faudrait que notre spécialiste Raymond Piccoli, qui est directeur du labo de recherche sur la foudre, soit là. Et donc, ce sont des phénomènes qui sont très compliqués. Ce que l'on peut dire, c'est qu'au fond, il y a, je dirais, une condensation d'énergie avec des réactions chimiques. Ces réactions chimiques, donc on a, si vous voulez, un gaz avec un dépôt d'énergie électromagnétique. Il y a une sorte de confinement qui se produit,
Et dans ce confinement, vous pouvez avoir des particules, par exemple des particules de carbone, etc., qui vont réagir dans les mécanismes chimiques et qui vont booster en quelque sorte les réactions, ce qu'on appelle catalyser. Voilà. Et donc, très schématiquement, parce que nous ne sommes pas des spécialistes du sujet, il y a donc, on peut assimiler ça à un gaz avec des particules solides, carbone, silicium ou autre, qui donc activent les réactions. Après, vous avez des tas de mécanismes, mais je vous conseille de lire le rapport là qui va sortir. Il y a tout un chapitre qui est consacré à la foudre en boule et aux phénomènes apparentés, qui est très intéressant, pour lequel d'ailleurs Raymond Piccoli et d'autres se sont mis à la tâche, et voilà, vous aurez plein de réponses là-dedans. On va encore faire une dernière question, car on a quand même gratté bien une grosse demi-heure sur le timing. Mais bon, la passion n'a pas de prix. Alors, les lumières d'Esdalen pourraient-ils être des plots? C'est une bonne question. Ça pourrait ressembler. Bon, je laisse, je dirais, le soin d'une réponse plus exacte aux spécialistes. Il y a des tas d'hypothèses qui ont été échafaudées, en particulier des hypothèses selon lesquelles le sous-sol pourrait créer en fait un phénomène électromagnétique, une espèce de, je dirais, de batterie, si vous voulez, de grande dimension, si j'ose dire. C'est difficile à dire. Il faudrait vraiment s'adresser aux spécialistes. Ce qu'on sait quand même, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'explication pour l'instant. Voilà. Donc on va aller sur le dernier commentaire qui est un point d'interrogation, on va dire même, concernant le phénomène observé par notre spationaute, concernant une rentrée d'un étage de fusée, si je me trompe pas. J'ai un commentaire qui dit apparemment il n'y a pas eu qu'une rentrée, il y avait aussi autre chose, voire une vidéo VHS de l'époque. Il y a tout un livre dédié aux témoignages recueillis partout en France. Un petit commentaire sur ce point-là. De façon générale, la plupart des témoignages et des observations qui ont été faites concordent avec une observation de rentrée. Il y a d'ailleurs un témoignage qui a été apporté, une des gravures là que vous voyez, enfin un dessin que Nadia vous a montré, vous a été remis par le général Mignot, qui est un retraité de l'armée de l'air, et qui était dans un transal. Il a témoigné d'ailleurs dans le bureau des OVNI, tourné par Dominique Filleul, concernant le GEPAN. Cela étant dit, et vous verrez cela également dans le rapport, il y a des témoignages qui ont été apportés par des pilotes de l'RAF qui étaient en vol sur Tornado et en transit au-dessus de la Manche au moment même de la rentrée. L'observation qu'ils ont faite, et je la fais très courte, observation de quelque chose ressemblant à un avion avec des lumières blanches et bleues, tiens c'est drôle, ça rappelle un certain nombre de choses, qui s'est positionné à 500 yards devant le Tornado et qui a accéléré après. Ça, manifestement, ça ressemble pas à l'observation d'une rentrée. De quoi s'agit-il? Peut-être d'un avion spécial, d'un avion furtif de reconnaissance ou autre. Voilà, en tout cas un engin, ça ressemble pas à une rentrée de fusée. Mais on peut pas en dire plus parce qu'on n'a pas plus d'informations. Très bien, mais merci beaucoup. Malheureusement, le temps a bien avancé. Je vais laisser mon président conclure et saluer tous les participants et nos conférenciers, bien évidemment. Moi, je vous remercie, que ce soit Luc, Jean-Marc, Nadia, pour les échanges et la préparation de cette conférence. Ça a été très, très, très intéressant et vivement que je puisse un peu consulter un peu la suite et ces fameux rapports. I want to believe. Mais écoutez, merci beaucoup à tous les trois. Merci Nadia, merci Luc, merci Jean-Marc. Merci d'avoir pris le temps, comme Luc le signalait, ça faisait un moment que je lui tenais les pieds au chaud pour cette conférence. Merci de nous l'avoir faite. Elle a eu du succès puisque nous avons
bloqué la capacité maximale de la salle de conférence. Nous avons eu 100 participants. Merci encore et à très bientôt avec les rapports qui vont être publiés. Et puis merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints pour cette passionnante conférence. Merci à très bientôt. Tous, très bonne soirée. Merci, au revoir. Merci à vous. Très bonne soirée. Au revoir.